Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les amis, épisode 3 de l'analyse des clubs du Big Six avant le début du championnat. Et après on va parler de Chelsea il y a 2 semaines et de Arsenal la semaine dernière. On s'attaque aujourd'hui à Manchester United et on s'attaquera d'ici quelques jours à Liverpool avant le début de la saison. Comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Arsenal que vous avez surkiffé, plus de 2000 vues pour une vidéo hors Chelsea. C'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir, c'est magnifique et j'espère que cette vidéo va faire la même chose. Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on parlera pas de City, on parlera pas de Tottenham, tout simplement parce que voilà, j'ai pas le temps. La Premier League commence, je n'ai pas le temps et il va falloir qu'on parle mercato, etc. aussi. Donc, on va en reparler de City et Tottenham, mais pas dans une vidéo de 30 minutes où je ferai uniquement l'analyse de ce club-là et on en parlera par-ci, par-là d'ici à la fin du mercato. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'attaque à Manchester United. Vous l'avez vu au titre, à la miniature. Est-ce que les Red Devils sont de retour, les amis, après une saison calamiteuse l'année dernière où United termine 15e de Première Ligue, 15e de Première Ligue, seulement 44 petits buts marqués en championnat et une ribambelle de buts encaissés. Je crois qu'ils ont fini avec moins 15, moins 20 de différence de buts, je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, voilà. On a eu une saison très compliquée. On a eu une saison avec Ten Hag et puis avec Amorim juste après, que ce soit l'un ou l'autre. Aucun n'a réussi à vraiment créer quelque chose cette saison à Manchester. Et déjà, ils ont joué la Coupe d'Europe uniquement parce qu'ils ont gagné la FA Cup la saison d'avant. Ça fait déjà 2 ans que United est complètement en bout de souffle. Ça fait 2 ans que United finit 8e puis 15e hors des places européennes. Et c'est très dangereux. Et cette saison, United, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet au niveau de la thune. On s'attendait à un club qui était en haisse financière. Au final, ils refont Carrington, donc le centre d'entraînement, et ils posent 230 millions d'euros sur le marché des transferts. Et moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énormissime pour un mec pour un club qui était en vrai problème financier. On se rappelle de Old Trafford avec l'eau qui coulait parce qu'ils n'avaient pas la thune pour refaire le toit. Voilà. Comment United a passé autant d'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont fait et on va y venir tout de suite. On commence par les arrivées, messieurs. On commence par les arrivées avec 4 joueurs qui ont rejoint les rangs de Manchester United. On a Diego León, latéral gauche de 18 ans qui est arrivé de Cerro Porteño, du coup championnat paraguayen, je dirais. Donc voilà, un jeune de 18 ans arrivé contre 4 millions d'euros. Et derrière, 3 grosses recrues pour refaire le poste offensif de Manchester United, Matheus Cunha, Brian Mbeumo et enfin Benjamin Šeško. Il y a quelques jours maintenant, on a eu le Irugo et il a été présenté à Old Trafford pendant le match amical contre la Fiorentina. On y reviendra juste après. On a du coup 229 millions d'euros d'arrivées avec 3 grosses arrivées qui à eux 3 valent à peu près 225 millions d'euros. C'est énorme pour seulement 3 joueurs et on le sait, le mercato d'United n'est peut-être pas terminé. On parle d'un gardien pour potentiellement remplacer Onana et on parle d'un milieu de terrain, un Baleba, quelque chose comme ça, sûrement pour rapporter un petit peu plus de qualité au milieu, notamment à côté de Bruno Fernandes. Au niveau des départs, on a beaucoup de joueurs qui sont indésirables à Manchester United, vraiment beaucoup. Les Anthony, les Sancho, même des Casemiro, etc. C'est des joueurs qui commencent à vieillir, qui même si pour certains peuvent apporter, en réalité il faudrait s'en débarrasser dans l'idéal, et pourtant ils n'y arrivent pas. 0 € de vente. 3 prêts et combien? 3 prêts et 3 joueurs en fin de contrat. Alors oui, Rashford, le deal est ok. Voilà, un petit prêt où le Barça prend tout le salaire en compte. T'économises le salaire de Rashford, mais ensuite, c'est quoi le business là de United cette saison? 0 € de vente. Déjà, on avait parlé d'Arsenal, on avait dit 8 millions d'euros de vente, c'est vraiment catastrophique, c'est horrible, il faut qu'ils vendent. Mais United, c'est waouh! United 0. Et en plus, sur les joueurs qui partent libres, t'as Johnny Evans, t'as Eriksen qui sont arrivés récemment et plutôt en fin de carrière, donc il n'y avait pas des gros salaires à mon avis. Lindelof, à la limite, il avait peut-être un plus gros salaire, mais pas non plus la folie. Hormis Rashford, t'économises pas grand chose. Vraiment, t'économises pas grand chose. Donc, je sais pas comment United a réussi à poser cet argent-là sur le marché des transferts. Et attention, parce que peut-être qu'ils font ça en mode dernier espoir pour tenter d'aller chercher une qualif. Mais que s'ils y arrivent pas, attention, même si évidemment les finances de Première Ligue, c'est pas des finances qui peuvent passer devant une éventuelle DNCG anglaise ou dans le sens où ils se feraient virer d'une compète ou quoi.
On parle de PL, United ça brasse des millions et des millions chaque année. Évidemment que dans l'idée, ils peuvent les poser les 229 millions là. Mais quand on sait tous les paiements qu'ils ont dû faire au niveau des emprunts, etc., plus le fait que les infrastructures sont pas au niveau et on en passe, là ils ont pu mettre une infrastructure au niveau avec Carrington qui a été refait et derrière ils posent 229 millions sans vendre. Franchement, je suis assez choqué personnellement, mais du coup voilà, 0 € de départ. Si on doit noter le mercato d'United, on est entre 6,5 et 8. Voilà, je mettrais 7. Je mettrais 7 parce que j'aime beaucoup les recrues. Les 3 recrues phares, je les trouve très intéressantes. Maintenant, on va voir comment ça va s'articuler sur le terrain, mais sur le papier, je trouve ça intéressant. Malheureusement, pas de vente, quoi. 0 € de vente, franchement, c'est calamiteux. On passe à la pré-saison. United, ils ont joué 5 matchs sur cette pré-saison. On commence par Leeds, c'était mi-juillet, donc il y a quasiment un mois, leur début de leur pré-saison. Match nul 0-0, victoire contre West Ham 2-1. J'avais regardé le match, un bon match de la part de Manchester United, avec un Højlund complètement catastrophique. Bournemouth, victoire 4-1 d'United, peut-être sûrement leur meilleur match de pré-saison. Match nul contre Everton, puis match nul contre la Fiorentina. Ils ont gagné ensuite au penalty, mais voilà, un partout, et ça fait du coup 2 victoires, 3 matchs nuls sur cette pré-saison, et ils ont remporté la Premier League Series, là, le truc que Chelsea avait gagné sous Pochettino, donc c'était il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Voilà, c'était du coup en juillet-août 2023, que voilà, on avait gagné cette compète là c'est United qui l'a gagné, c'est une compète amicale, on s'en fout un peu, mais voilà, dans l'idée ça permet quand même aux joueurs de créer un peu de lien entre eux, et même si évidemment il y a très peu de recrues, alors Chelsea avait beaucoup de recrues, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. En tout cas voilà, 2 victoires, 3 matchs nuls, et du coup une saison qui va commencer dès dimanche 17, donc du coup dans 6 jours, à l'heure où je m'enregistre, et aussi à l'heure où vous regardez normalement, je vais tout enchaîner. On a du coup un match très 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 important, Manchester United Arsenal le 17, et ça va être un match à ne pas rater, vraiment un match à ne pas rater les amis. En tout cas les amis, on se retrouve maintenant sur le tactical board et on va parler tactique côté Manchester United. Déjà on le sait, Ruben Amorim, l'objectif ça va être d'aller chercher cette défense à 3 avec du coup là j'ai mis De Ligt, j'ai mis Mazraoui et j'ai mis Yoro. On a aussi là-haut des remplaçants, vous les voyez, on y reviendra au fur et à mesure. On a du coup ce 3-4-2-1 qu'on a déjà vu l'année dernière, avec notamment Ugarte, Bruno Fernandes que j'ai placé au milieu, Dorgu piston gauche, Ahmad piston droit, Mbeumo qu'on a positionné demi-espace droit, on y reviendra, et Konya demi-espace gauche, avec Šeško évidemment devant. Sur le papier, l'équipe est vraiment vraiment forte. Honnêtement, là sur le papier, je vois une équipe qui est totalement capable d'aller chercher un top 6 en première ligue sans vraiment avoir beaucoup de mal. Vraiment, je vois une équipe qui est totalement capable de faire la différence. Matheus Cunha est un excellent joueur. Bryan Mbeumo a claqué 20 buts en première ligue cette saison, et Benjamin Šeško, c'est peut-être un des numéros 9 avec le plus de potentiel en Europe aujourd'hui. Et si tu arrives à tirer profit pleinement d'un Benjamin Šeško aujourd'hui, c'est un mec qui peut te claquer 25-30 buts en première ligue banal sur une saison. En plus, on sait que c'est un joueur qui est très bon de la tête, qui a une très grosse détente, qui est capable de mettre des menaces de loin. Donc voilà, c'est un joueur qui est ultra dangereux dans beaucoup de domaines. Et c'est pour ça que Šeško, c'est un joueur qui est ultra intéressant et qui va être pour moi peut-être le joueur primordial de cette équipe de United. Sans lui, je voyais vraiment United qui avait du mal, même avec un Mbeumo Cunha. Si t'as un Højlund ou un Zirkzee devant, c'est vraiment pas top. Alors que là, avec un Šeško, tu viens vraiment ajouter un fer de lance finalement à ton équipe, et ça rend l'effectif beaucoup plus fort, en tout cas sur le papier. Sur le papier, parce qu'il y a quand même quelques choses dont on peut parler. Déjà, est-ce que Lisandro Martinez va revenir à son niveau? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Évidemment, on a Harry Maguire qui est là aussi, donc ça va au niveau couverture défensive, on est ok. Là, j'ai mis Fredrickson, Even, et le 23, c'est qui déjà? C'est Luke Shaw. Luke Shaw, c'est pareil que Martinez, on ne sait pas vraiment combien de temps il va jouer, donc est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Je suis pas sûr. Donc voilà, tu as potentiellement Maguire, Fredrickson et Even en doublure de Yoro, De Ligt et Mazraoui. Donc c'est peut-être un petit peu short, mais on va dire que vu que tu joues pas de Coupe d'Europe, ça va. Au milieu de terrain, Ugarte, Bruno, on le sait, Bruno cette saison, il était partout. Voilà, il était à la fois ici, mais aussi là. Donc au final, tu avais vraiment une équipe de United qui en fait était ultra dépendant de Bruno Fernandes, mais qui en même temps ne pouvait pas tactiquement mettre ce qu'ils veulent en place, parce que justement Bruno Fernandes
casse un petit peu le système de Amorim. En étant partout à la fois, et ben Bruno, il casse le système, notamment défensivement, du système de Amorim, tout en apportant pas tant que ça offensivement, même si évidemment, gros stats, gros apport au niveau des passes créées, etc. Mais je veux dire que factuellement, United, c'est 44 buts en première ligue. Genre, même si son apport à lui était bon, voilà, j'ai même fait une vidéo sur lui il y a quelques mois, le meilleur joueur de première ligue, je vous le maintiens. Le fait est que même s'il était très très fort, il n'a pas apporté factuellement un nombre de buts extraordinaire. Je crois qu'il finit à 9 buts, 9 passes D en première ligue, un truc comme ça. Donc oui, c'est des très bonnes stats, surtout pour un club en perdition. Mais il a apporté des points. Mais il n'a pas non plus apporté des stats de dingue. Et c'est ça qui honnêtement contraste avec le fait que tactiquement, on ne peut pas se permettre en fait d'avoir un joueur qui va te dérégler ton système et qui ne va faire que 18 goals et assists. En fait, qu'on soit clair, pour moi, il n'y a que 2 joueurs qui peuvent casser ton système sans que ça ait de grandes importances pour toi, parce que c'est des joueurs qui sont là-haut. C'est Lionel Messi, c'est Cristiano Ronaldo. Ces 2 mecs-là, même si toi, tu as un système en tête, si l'un ou l'autre décide qu'il veut aller à droite, à gauche, bah tu le laisses faire, parce qu'en fait, ça, c'est le style de joueur. Quand ils ont le ballon dans les pieds, ils te dribblent 4 mecs, ils t'envoient une frappe à 30 mètres, il y a but. Tu vois, c'est des joueurs qui sont dans une case au-dessus et qui, en fait, brisent les tactiques. C'est des briseurs de tactique. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est des briseurs de tactique. Bruno Fernandes, c'est pas un briseur de tactique, c'est un très très bon joueur, un excellent milieu de terrain. Peut-être dans la discussion avec les plus grands milieux de terrain de Première Ligue en ce moment. Maintenant, la vraie vérité, c'est que Bruno Fernandes, balle au pied, il peut pas faire grand-chose tout seul. Voilà, il peut faire grand-chose tout seul, même s'il fait des très belles passes, bah faut qu'il y ait des coéquipiers qui continuent l'action. C'est pas comme un Messi ou un Ronaldo qui peuvent briser la tactique. Et là, du coup, forcément, on y revient, avec un Bruno positionné en 8 et avec des apports offensifs qui ont été rajoutés cette saison, on peut penser au fait que Bruno Fernandes, bah, cette année, il va rester un petit peu plus dans son cocon. Il va peut-être plus rester dans une position de numéro 6-8, plutôt 8, évidemment, parce que on serait plus sur un système comme ça, avec un Ugarte qui serait plus bas que Bruno, forcément. Mais avec Bruno dans cette situation-là, c'est bien mieux qu'avoir Bruno ici, et après tu perds le ballon, tac, et là, ici, tu as un gros trou. Ici, tu as un gros trou parce que Bruno, il est parti monter, aider les attaquants, et derrière, il n'a pas le temps de revenir, même si évidemment, il aime beaucoup faire les efforts défensifs, il n'a pas le temps de revenir jusque-là. Et donc, du coup, ça crée des décalages, et derrière, forcément, comme j'en avais déjà parlé dans toutes mes vidéos tactiques, forcément, si tu crées du surnombre quelque part, tu vas forcément créer aussi du sous-nombre à un autre endroit sur le terrain. C'est tout à fait logique. Si tu es en 2 contre 1 à un endroit sur le terrain, bah forcément, bah le mec qui est là pour créer le 2 contre 1, bah il est là, il n'est pas à un autre endroit. Donc du coup, à l'autre endroit où il est censé être à la base, c'est vide. Donc si quelqu'un s'y engouffre, il crée du coup une situation de 1 contre 0. Et forcément, quand tu as Bruno qui est là, bah le numéro 9, il est en situation de 1 contre 0 dans cette zone. Et ça crée des décalages qui forcément ont aussi fait du mal à Manchester. Et c'est pour ça que Bruno, pour moi, malgré l'immensitude de sa saison, il doit rester dans cette position-là. Il doit faire moins d'efforts offensifs et laisser un peu le jeu à ses coéquipiers. Il pouvait pas le faire avant, mais maintenant il peut. Évidemment, tu as Matheus Cunha qui est là. Excellente saison avec Wolverhampton. Une belle pré-saison avec Manchester United, même s'il y a pas mal de déchets. Bryan Mbeumo, qui a fait un premier match amical vraiment pas ouf contre la Fio, mais voilà, on a confiance en lui. Et t'as Šeško, qui est un excellent joueur de football, on le sait, balle au pied, il est capable de se retourner et de frapper de très loin et de claquer des lucarnes, etc. Donc voilà, ça c'est une équipe qui me hype énormément, surtout offensivement. Maintenant, il y a un autre point d'interrogation dont je voulais parler. Et le point d'interrogation, il est à droite. Il est à droite ici parce que tu as Bryan Mbeumo, forcément, qu'on a positionné demi-espace droit entre gros guillemets, parce que je vais vous montrer sa hitmap à Bryan Mbeumo. Bah, la hitmap de Bryan Mbeumo, c'est vraiment le côté droit, quoi. C'est le côté droit, c'est un joueur qui mange la ligne, en fait. Il mange la ligne, il part de là et il monte. Voilà, et il va chercher là, et là, après, soit il frappe, soit il crochette, il frappe. Enfin, voilà, il y a beaucoup de solutions. Mais en tout cas, Bryan Mbeumo, c'est pas un joueur de demi-espace, c'est pas un joueur qui veut recevoir le ballon ici, là. Ici, là, il y a le 10, il y a le 7, il y a le 8 qui peuvent le cerner. Voilà, Bryan Mbeumo, c'est pas un joueur qui a une qualité technique suffisante pour se défaire d'une situation comme ça. Alors que si le mec est là, bah déjà le 8, il est trop loin. Le 7, il va attendre qu'il arrive. Et donc du coup, tu seras vraiment contre le 10 et à la limite contre le 5. Sauf que quand tu es dans cette position-là, tu pousses le ballon, Bryan Mbeumo, il va vite, il peut dépasser le 5 et derrière tenter un centre, par exemple. Hein. Mais ça, dans cette position-là, pour qu'il arrive ici, là, il faut qu'il démarre de là. Parce que si il veut arriver ici en démarrant de là, en plus de ça, il y a le 7, il y a le 8, il y a le 10, il y a aussi le 5. C'est-à-dire que le mec ne peut pas se retourner. Et même si Amad dédouble,
bah c'est compliqué quand même de lui donner à Amad. Donc en fait voilà, c'est pour ça, c'est pour moi Mbeumo il n'a pas la qualité supérieure, la qualité nécessaire pour créer simplement ce décalage-là. Pour moi, et ouais, je vais le dire, Mbeumo et Amad c'est les mêmes. Mbeumo et Amad c'est les mêmes. Je vous affiche leurs 2 hitmaps maintenant, avec du coup j'ai appelé ça la bataille des hitmaps. Bah vous vous rendez compte que Amad et Mbeumo sur un terrain de football, ça joue au même endroit. Ça joue au même endroit. Et c'est pour ça que pour moi, les deux ne sont peut-être pas compatibles. Ils sont peut-être pas compatibles dans ce Manchester United là. Et c'est pour ça que moi personnellement, bah j'irais plus sur un Mbeumo ici, un Bruno ici, et là tu mets un Mason Mount par exemple. T'as aussi évidemment t'as Kobbie Mainoo. Donc voilà, ces joueurs-là. Et là, tu aurais un Mbeumo qui serait piston droit. Évidemment, défensivement, on ne sait pas vraiment ce qu'il peut apporter. Mais en tout cas, offensivement, tu sais très bien qu'il va prendre ce côté-là. Il va prendre le côté qu'on lui demande. Et Bruno, lui, sera dans une position qu'il connaît, dans une position qu'il apprécie également. Et pour moi, voilà, je vais le dire, avoir Mbeumo ici, avoir Bruno là, du coup à la place de Mount et Mainoo, et avoir Amad ici, avoir les deux, ça va juste créer du déséquilibre dans ta propre équipe, avec 2 joueurs qui vont se marcher sur les pieds, qui vont vouloir jouer dans une zone similaire et qui vont s'enfermer. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils sont 2, si le 7 est là, le 10, il est là, le 5, il est là, et même le 4, il veut couvrir. Tu veux faire quoi ici? Tu veux faire quoi dans cette position-là? Au final, les deux seront inutiles et en plus de ça, forcément, l'adversaire va récupérer les ballons très facilement. Et United ne sera pas beaucoup plus dangereux que l'année dernière. Donc c'est pour ça que pour moi, Amad, voilà, en tout cas, un des deux n'aura pas sa place. Pour moi, les deux ne peuvent pas cohabiter sur le même terrain, à moins que Mbeumo change drastiquement sa façon de jouer. Mais pourquoi tu veux faire changer drastiquement la façon que Mbeumo a de jouer, alors que c'est de cette manière-là que le mec a claqué 20 buts en première ligue cette saison? Ok, il y a des pénaux, mais je crois qu'il en a tiré quoi? Peut-être 5, 6. Le mec te plante des buts sur buts en partant de ce côté. Et évidemment, Amad aussi, je n'ai rien à dire. Amad aussi, cette saison, il a montré en partant du côté. J'ai souvenir d'un triplé contre Southampton, etc. Je crois que le mec fait genre 6 buts, 8 passes D, un truc comme ça. Amad fait une belle saison. Mais est-ce que tu vas demander à Mbeumo de jouer différemment alors que tu viens de claquer 75 patates sur lui pour cette façon de jouer là? Moi, ça me semble illogique. Vraiment illogique, totalement pour le coup. Donc pour moi, Mbeumo et Amad, c'est 2 joueurs qui sont archi pas complémentaires. Et c'est 2 joueurs qu'on va devoir pour moi choisir entre l'un et l'autre. Et honnêtement, je pense qu'Amad ira sur le banc avec un Mbeumo côté droit. Et comme j'en ai parlé, un Bruno plus haut sur le terrain. Et là déjà, évidemment, on n'a pas l'apport total défensivement, excusez-moi, avec Mbeumo. Au pire, si tu veux un apport défensif, tu fais jouer Dalot. Mais dans tous les cas, offensivement pour moi, Mbeumo sera beaucoup plus intéressant en jouant piston droit qu'en jouant milieu offensif droit, et où au final tu te retrouveras avec 2 joueurs qui se marchent sur les pieds, 2 joueurs qui veulent absolument jouer dans la même zone. Donc voilà, ça c'est mon interrogation. Comment Amorim va faire jouer Mbeumo, sachant que Amad est déjà là? Et surtout, est-ce que ça va marcher? Est-ce que Mbeumo ne va pas juste struggle? En fait, au final, le mec va juste galérer. Il va juste galérer. Alors que si tu le mets dans une position préférentielle, c'est lui qui va t'apporter cette machine à but. Évidemment, Šeško est capable de marquer. Mais aujourd'hui, dans l'effectif de United, Mbeumo, c'est le seul mec qui a mis 20 buts. C'est le seul mec qui a mis 20 buts dans son championnat. Cunha, il en a mis 15. Bruno, je crois qu'il en a mis combien? Il a mis 8 ou 9. Et Šeško, il en a mis 13 en Bundesliga. Donc Mbeumo, c'est le seul mec qui a atteint les 20 pions cette saison. Tu vas pas mettre ton joueur phare offensif dans une position où il n'est pas meilleur. Voilà, où il n'est pas le meilleur. Tu vas le mettre dans une position où il est le meilleur. Et évidemment, même si c'est Amad, on l'aime beaucoup. Et oui, il va en faire les frais. Mais pour moi, il faut qu'un joueur en fasse les frais. Parce qu'en fait, si tu mets Amad dans cette position-là, ok, même Amad, il va galérer. Même Amad, il va galérer. Pourquoi il va galérer? Parce que Amad, s'il est là, et que sa seule solution c'est Mbeumo qui est là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment là dans cette position là? Pour moi c'est impossible. Pour moi c'est impossible. Et même en plus de ça, si Mbeumo il est là, la perte de balle, regardez ici. Regardez le trou. Et évidemment ça veut dire que Bruno va devoir remonter. Mais donc du coup on aura la même situation que l'année dernière, avec un Bruno qui monte trop haut, parce qu'évidemment Mount et Mainoo dans ce moment-là ne sont pas sur le terrain, hein. Mais donc du coup ça crée cette situation de 1 contre 0 qu'on retrouvait déjà l'année dernière, avec un Bruno qui était notamment critiqué pour ça, parce qu'il faisait tout, et donc du coup il cassait le système de Amorim. Mais là il est obligé, parce qu'en fait s'il ne monte pas, il crée juste, il crée juste un trou béant derrière le dos de Mbeumo, qui Mbeumo pour lui, en fait c'est sa façon de jouer, il va automatiquement aller par là.
Il va automatiquement aller par ici. Et c'est pour ça que pour moi, Mbeumo, sa position, c'est pas là. Sa position, elle n'est pas là. La position de Mbeumo, c'est ici. La position de Mbeumo, c'est d'aller manger la ligne, c'est d'aller centrer. Voilà, c'est de tenter de rentrer dans la surface, d'enrouler pied gauche. Pour moi, c'est pas d'arriver ici. En fait, ici, il n'a pas la qualité pour. Il n'a pas la qualité pour. Cunha, il a la qualité pour. Mbeumo, il l'a pas. Donc du coup, voilà. C'est mon interrogation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Mbeumo va réussir à s'adapter à un nouveau poste, à une nouvelle façon de jouer? Et surtout, pourquoi est-ce que United est allé mettre autant d'argent sur un Bryan Mbeumo? Évidemment, la qualité du joueur, il n'y a rien à dire. C'est un de mes joueurs préférés en Première Ligue. Et si on parle du transfert pur et dur, le deal Mbeumo à United, il est exceptionnel. Voilà, Mbeumo, c'est typiquement le style de joueur qui peuvent t'apporter énormément. Cela dit, mettre Mbeumo dans cette position-là, pour moi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Évidemment, je peux me tromper. Voilà, à tout moment, le mec, c'est un 10 dans l'âme au final et tu te rends compte que le mec joue excellemment bien à un nouveau poste et ça laisse Amad sur le côté droit avec beaucoup plus de liberté. Ok, dans ce cas-là, je me serais trompé, mais à coup pas. Mais aujourd'hui, de ce que j'ai vu, de Brentford, de Mbeumo et de ce que j'ai vu de Amad, pour moi, aucun des deux ne peuvent jouer ce rôle de demi-espace. Pour moi, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'égalité pour. En tout cas, pas suffisamment. Peut-être que ça va marcher sur certains petits matchs contre des petits clubs, mais dans des matchs à haute intensité, dans des matchs contre des clubs du Big Six, dans des matchs contre Newcastle. Mais Newcastle au milieu de terrain, là. Vous voyez un milieu de terrain, là, Tonali, Guimaraes, Joelinton, tu penses que Mbeumo, il va s'en sortir? Moi, je pense pas. Honnêtement, moi, je pense pas. Voilà, je vous dis la vérité. Je pense pas que Mbeumo va s'en sortir dans un milieu de terrain comme ça. Contre des Gravenberch, contre des McAllister, Caicedo, Enzo Fernandez, contre Yaki d'autres. À Tottenham, ils ont des Bissouma. Et honnêtement, je vois pas Mbeumo s'en sortir techniquement face à ces joueurs-là. Peut-être physiquement, mais techniquement, je le vois pas s'en sortir. Pour moi, c'est un joueur de côté, tout simplement. Mais c'est vraiment mon interrogation principale. Autant pour les autres joueurs, j'ai pas vraiment d'interrogation. Enfin, tout le monde est à son poste. Même Amad en piston, cette saison, il a montré des belles choses. Et voilà, au pire, t'as Hamas là qui peut jouer à gauche, je crois. Et t'as Diego León aussi qui est là. Et du coup, t'as Luke Shaw aussi qui pourrait techniquement jouer ici. Ça fait 4 options côté gauche. Et côté droit, on en a parlé juste avant, t'as Dalot qui est là. Donc, t'as du choix. T'as du choix. Et honnêtement, que ce soit un des 6, bah, tu vas pas être choqué qu'il soit là. Voilà, t'as pas vraiment d'interrogation. C'est des joueurs que t'as déjà vu à ce poste-là. Bon, après Diego León, on l'a pas vu jouer. Mais pour les autres, c'est des joueurs où t'as pas d'interrogation. Au milieu de terrain, c'est pareil. T'as du Casemiro, t'as du Mount, t'as du Mainou. C'est des joueurs que voilà, t'as l'habitude de voir dans cette zone-là. Et c'est des joueurs qui, honnêtement, t'as pas vraiment d'interrogation de est-ce que ça va marcher sous Amorim, parce qu'en fait, tu l'as déjà vu. Le problème du milieu de terrain d'United, c'est que Bruno était trop haut, mais en réalité, si tu regardes bien, bah, t'as pas vraiment d'interrogation. Défensivement, pareil, la seule interrogation, c'est les blessures, mais sur le positionnement et sur le placement des joueurs, il n'y a pas vraiment de problème. Cunha, dans cette position-là, c'est sa position préférée. Voilà, le mec est excellemment fort dans cette position-là. Et au pire, je l'aime beaucoup, mais t'as Zirkzee aussi qui peut jouer dans cette zone-là. Pour moi, qualité technique largement supérieure à un Mbeumo. Pour moi, si tu mets Zirkzee ici, avec Cunha, moi là-bas, c'est comme ça que je voyais les choses avec United avant que Šeško arrive. Avant que Šeško, je voyais les choses comme ça avec un Mbeumo en pointe et avec Zirkzee Cunha derrière lui. Moi, je voyais vraiment les choses comme ça avec Amad évidemment qui est là. Et bien sûr, Mbeumo, c'est pas sa position préférentielle, mais je le préfère déjà largement en 9. Ici, pour moi, il se démerdera plus ici que là. Vraiment, pour moi, Mbeumo, il a largement plus de qualité à me faire valoir en poste de numéro 9 qu'en poste de numéro 10, demi-espace droit. Donc voilà, moi je voyais ça comme ça à la base. Évidemment, quand Šeško arrive, ça change un petit peu la donne. Et au final, tu te dis, bah, est-ce que c'est pas Mbeumo qui vont faire les frais ou Amad? Mais donc du coup, tu te rends compte que le début de saison va être décisif. Il va être décisif, pourquoi? Parce que, à mon avis, il va tester les deux. Et le meilleur des deux va jouer. Et malheureusement pour Mbeumo, s'il commence une position comme ça pendant qu'Amad commence ici, pour moi, il va préférer Amad parce que Amad aura beaucoup plus montré de qualité qu'il a déjà intrinsèquement, alors que Mbeumo, il va devoir s'adapter à un nouveau poste. Donc voilà, pour moi, Mbeumo, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais le deal est un peu chelou parce que ça dépend où il va jouer. Mais en tout cas, voilà pour Mbeumo. Et enfin, devant, c'est quel 32? C'est Chido. Ouais, il y a Chido Obi qui est là et on a évidemment Rasmus. Ah non, c'est Anthony, putain, je suis en ouf. Anthony, bon là, il a plus vraiment sa place dans cet effectif-là. Que ce soit ici, ce serait plus dans un positionnement à la Amad Mbeumo. Voilà, je pense qu'il va partir dans tous les cas. Je l'ai quand même mis au cas où, mais ce serait plus en piston que je le ferais jouer, mais il a plus sa place dans l'effectif d'Amorim. En tout cas, voilà, offensivement, j'ai même pas mis Højlund pour vous dire. Mais du coup, voilà, on passe à Šeško. Šeško, immense joueur.
énorme joueur en termes de taille, immense, énorme, vraiment en termes de taille. En termes de football, j'ai quelques réserves. Voilà, j'ai quelques réserves. On parle d'un joueur qui coûterait 85 millions d'euros. Un joueur qui, certes, a un potentiel dingue, certes, mais des buts de fou. Voilà, niveau hype, si tu regardes des compiles, c'est extraordinaire, c'est R9. Maintenant, son apport au jeu, il a été très souvent, je vais pas dire médiocre, mais très moyen. Voilà, très très moyen Benjamin Šeško. C'est un joueur qui a beaucoup de hype, mais sur le papier, sur le terrain, c'est pas non plus dingue. On l'a vu notamment que ce soit à l'Euro avec la Slovénie. Voilà, on l'a vu notamment à l'Euro. Sur les 3 matchs que joue la Slovénie à l'Euro, Šeško, à chaque match, il a une frappe où il est dangereux, une frappe. Et à part ça, tu te rends compte que le mec, il passe au travers de ses matchs. En fait, il passe au travers de ses matchs. Et moi, je trouve qu'on a trop vu ça à Manchester United et même en PL aussi, il y a beaucoup de neufs qui passent au travers de leurs matchs comme des fantômes et où tu te rends compte que le mec ne fait rien de mauvais. Tu vois, t'as des joueurs, ils prennent le ballon et ils perdent 14 ballons, tu vois. Là, lui ne fait rien de mauvais parce que il ne touche pas la balle. Et c'est ça que j'ai vraiment peur de voir avec Benjamin Šeško. C'est un joueur qui aura des étincelles, des éclairs de génie de temps en temps, qui tentera des frappes de 30 mètres, ça fera barre transversale et on se dira waouh, quel joueur. Mais au final, tu te rends compte que sur 90% du temps, le mec, il va passer au travers de ses matchs et tu vas te dire, ah, putain, 85 millions pour ça, ça fait beaucoup quand même. Tu vois, et ça, c'est quelque chose où malheureusement pour moi, United, ils se sont peut-être pas trompés de cible parce que sur le papier, Benjamin Šeško, ça coche les cases que cherche United. Un joueur qui est grande taille, qui peut aller chercher des ballons de la tête, un joueur qui est capable de frapper de n'importe où et surtout un attaquant avec un potentiel énorme, un potentiel immense. Peut-être l'attaquant avec le plus de potentiel en Europe, c'est lui. Voilà, va falloir lui laisser du temps. Déjà, ça c'est un premier point. Va falloir laisser du temps à Šeško. Pour moi, il va pas démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue et s'il le fait, franchement, chapeau à lui parce que en Bundesliga déjà, il a galéré contre les défenseurs. En Première Ligue, pour moi, il va avoir beaucoup de mal. Là, par exemple, contre Gabriel Saliba, je le vois pas marquer un but, vraiment. Je le vois pas toucher plus de 15 ballons contre Arsenal. Mais voilà, va falloir qu'il prenne ses marques petit à petit et qu'il nous montre. De toute manière, ça peut pas être pire que Højlund. Donc au moins, il arrive dans un schéma, il arrive dans un contexte où tu n'as pas vraiment d'attente. Parce qu'en fait, tu as vu la catastrophe de l'année dernière. Aujourd'hui, les supporters de United, pour moi, ils doivent être un petit peu maîtrisés dans leurs émotions et se dire, ok, on a un attaquant de fou qui arrive, un attaquant avec beaucoup de hype. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on a vu Højlund, ça peut pas être pire que Højlund. Ça va être mieux, ça va pas être beaucoup mieux. Mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit énormément mieux. Il va falloir s'attendre à ce que ce soit mieux, mais pas tout de suite énorme, tu vois. Évidemment, Højlund, là, je l'ai pas mis dans le tactical board. Pour moi, son avenir n'est plus à Manchester. Voilà, je sais pas où est-ce qu'ils vont le vendre parce qu'aujourd'hui, qui veut prendre Højlund, tu vois. Et surtout pour combien? Tu vois, c'est pas seulement le fait de le vouloir, c'est surtout le fait de le vouloir pour combien. Parce que si c'est des clubs de Serie A, bon, on les connaît, les clubs de Serie A, ils vont proposer 10 millions plus 5, comme ils ont fait pour Jadon Sancho. Et tu seras un peu à ce que j'accepte ou pas et tout, sachant que United, comme je l'ai dit, c'est 0 € de vente. 0 € de vente, sachant qu'ils ont des indésirables, des Anthony, des Sancho, des Højlund. Du coup, j'ai l'effectif qui est là sous les yeux, je vais aller le regarder tout de suite. Mais des joueurs, même André Onana, en vrai de vrai, qu'est-ce que t'en fais? Malacia, Luke Shaw, qu'est-ce que t'en fais aussi? Qu'est-ce que t'as au milieu de terrain? T'as du Casemiro, t'as Mason Mount, voilà. Bon, t'as Garnacho qui lui devrait partir et va t'apporter une petite source d'argent, au moins ça. Jadon Sancho évidemment, Anthony, Højlund du coup, et ça fait quand même pas mal de joueurs, ça fait beaucoup de joueurs que tu veux faire partir et t'en as aucun qui est parti. Bon, Garnacho va s'en aller, logiquement, on sait pas encore, c'est même pas sûr ça aussi, mais c'est le plus probable qu'il s'en aille, mais le reste t'as aucune garantie que United réussisse à s'en séparer, tu n'en as aucune de garantie. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai attention à Manchester United, parce que oui, sur le papier, l'effectif, comme je vous l'ai dit, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon l'effectif, j'aime beaucoup leur effectif. Et le 11 qu'ils peuvent aligner, honnêtement, il est top. Honnêtement, c'est un 11 qui peut faire top 5, top 6 de PL. Maintenant, la vraie vérité, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à United? Est-ce que tu vas partir en 3-4-2-1? Donc est-ce que Amorim, la vraie vérité et la vraie solution, ce serait pas de changer son système, de repasser à 4 derrière, parce que tu as des bons joueurs quand même sur les côtés, tu as du Luke Shaw à gauche, même si t'es pas sûr qu'il joue, tu as Dalot qui peut jouer à gauche, tu as Mazraoui qui est là à droite, et du coup tu as un milieu de terrain avec Ugarte et Bruno, tu peux mettre Casemiro, tu peux mettre Mainoo, tu peux mettre même le petit Collier, tu peux mettre tu peux mettre qui tu veux, tu peux mettre Mainoo, Casemiro, Mount, voilà. En 10, tu as Matheus Cunha. Tu pourrais même faire jouer Zirkzee dans cette position-là.
avec sur les côtés Aman, Mbeumo, là tu redonnerais peut-être une petite importance à un joueur comme Anthony. Peut-être que tu veux relancer un Jadon Sancho, on sait pas. Vraiment, on sait pas. Évidemment, je dis ça comme ça. Au pire, tu mets Dorgueli, franchement, tu vois, tu tentes des trucs. En fait, tu tentes des trucs, mais pour moi, déjà, en jouant en 4-2-3-1, en jouant avec 4 défenseurs, tu as déjà une meilleure assise offensive et tu as des joueurs qui sont beaucoup plus à leur poste. Et ça, c'est quelque chose que notamment j'avais critiqué avec Chelsea. Les coachs qui sont têtus dans leur façon de jouer et en mettant des joueurs hors position, moi j'aime pas. Voilà, je peux pas me le voir. Et pour moi aujourd'hui, évidemment Mbeumo à gauche, c'est hors de position aussi, mais Mbeumo à gauche, tu lui donnes un côté. Mbeumo dans l'axe, tu le mets dans la densité de joueurs et ça va pas le faire. Donc autant le mettre à gauche. Si tu veux le mettre hors de position, autant le mettre à gauche plutôt que dans l'axe, tu vois. Donc pour moi aujourd'hui, United, il y aura quand même quelques questions à se poser. United cette saison, va pas falloir s'attendre pour moi à des étincelles de fou. Moi je les vois pas faire mieux que top 6-7. Voilà, et pour moi ils feront 6e, 7e. Je les vois bien 7e. Honnêtement, je vous dis la vérité, je les vois bien 7e, ce qui serait déjà un gros upgrade. Aujourd'hui, il faut pas s'attendre à ce que United fasse top 4. Aujourd'hui, United qui fait top 7, c'est United qui gagne 8 places au championnat. 8 places. Tu gagnes 8 places au classement en une saison, c'est top. C'est top. Quand Chelsea finissent 12e, la saison d'après, ils font 6e. On fait un plus 6, c'est top. Là, c'est pareil. Il faut s'attendre à cette saison de transition entre la catastrophe et la réussite. Et aujourd'hui, si je donne l'exemple de Chelsea, c'est pour ça. Chelsea fait une saison catastrophique. La saison d'après, on fait une saison moyenne, mais c'est une saison qui est bien. Quand tu regardes la saison d'avant, tu as une amélioration. Et là, cette saison qui vient de se terminer, tu as encore une amélioration. Et aujourd'hui, quand on parle de Chelsea, on parle d'une équipe qui gagne la Coupe du Monde des clubs et on parle d'une équipe qui, honnêtement, sur ces 2 matchs amicaux, a montré d'excellentes choses. Et tu te dis, est-ce que tu peux pas titiller mieux, tu vois? Est-ce que tu peux pas faire mieux qu'un top 4? Aller chercher un des 3 gros au moins, voire 2, voire les 3, hein, si tu peux aller chercher le titre, mais que tu puisses titiller un petit peu ces contenders au titre parce que tu as un effectif qui est de mieux en mieux. Bah là, United, là on est à la phase 2. On a eu la phase 1, la phase catastrophe. Là, on est à la phase 2. On est à la phase reconstruction. On a la phase transition vers la réussite. C'est pour ça que pour moi United cette saison fera 6e, 7e, peut-être 8e, mais voilà, ils seront dans cette zone-là. En tout cas, je les vois bien se qualifier peut-être pour la Conference League. Et honnêtement, vous critiquez peut-être la Conference League, mais la Conference League aujourd'hui, ça permet notamment aux jeunes joueurs de step up. Vraiment de step up. On avait des Eric George bien step up pendant la compète. On a eu Pedro Neto. Pedro Neto, en début de saison, c'était compliqué, mais il a joué les matchs de Conference League. On a vu qu'il s'est mis en confiance sur les matchs de conférence. Et derrière, en PL, il a commencé à monter en puissance aussi. Mudryk, s'il n'était pas suspendu, je te vous dis la vérité, la deuxième partie de saison, je pense qu'il l'aurait réussi à Chelsea. Donc voilà, ne pas sous-estimer la Conference League, ça permet à tes jeunes joueurs et à tes joueurs qui sont en perdition de reprendre des couleurs. Un Jadon Sancho en Conference League, il s'est amusé par exemple. Donc voilà, ça c'est très très intéressant. Et moi je les vois terminer 6e ou 7e, en tout cas dites-moi dans les commentaires où vous voyez United terminer cette saison et si j'ai peut-être été trop ambitieux ou alors au contraire trop pessimiste, dites-le moi dans les commentaires. Évidemment, j'inclus pas Baleba parce qu'avec un joueur comme Baleba au milieu de terrain en plus de Bruno, là tu aurais déjà un step-up encore plus avec un United qui vraiment serait contender à aller chercher un top 5, un top 4. Mais dans l'état actuel de l'effectif, je vois mal United faire mieux que 6e, 7e. En tout cas, voilà, on se retrouve d'ici quelques jours pour la vidéo sur Liverpool avant le début de saison. J'espère que vous allez la kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo autour de vous, les amis. On s'approche des 5000, hein, voilà, on s'approche petit à petit, quasiment 4200 actuellement à l'heure où je m'enregistre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On part tous ensemble envers la saison 2025-2026 et c'est une saison qui me hype le plus en termes de foot. Donc je suis très très heureux. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.